Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Sabine Nzingamoa, Santé pour tous et problématique des brevets sur les médicaments, 2022. Jocelyne Kiss, Geoffrey Jean Edwards, Thierry Belguic, Penser la vulnérabilité, Penser la situation de handicap, 2022. Rafik Hemzizou, L'islamophobie intellectuelle, une critique, 2022. Yvon Quignou et Nikos Foufas, La possibilité du communisme, 2022. Jean-Paul Sauzet, Le voile qui dévoile. La radicalité du capitalisme, 2022. Georges VUJIC, Les convergences liberticides. Essai sur les totalitarismes bienveillants, 2022. Frédéric Sinclair, Comment sortir de l'impasse libérale ? Essai de philosophie politique civilisationnelle, 2022. Jean-Marc Hainaut, Bienvenue dans la nouvelle ruralité. Partons à la reconquête de nos campagnes, 2022. Yvan Bordelot, La démocratie en crise. L'urgence de réagir, 2022. Lionel Moutot, Généalogie d'une modernité bestiale, 2022. Pierre-Marie Chapon, Les vieux méritent mieux, 2022. Avant-propos. Au plus loin que l'on remonte, on s'aperçoit que les actes de violence et de guerre ont toujours existé. Mais plus étonnant, ainsi que nous l'expliquent David Graeber et Davis Wengrow dans leur livre Au commencement était, certaines sociétés que l'on considère habituellement comme primitives, avaient à certaines époques et parfois sur de longues périodes organisé des manières de vivre ensemble sans roi, sans bureaucratie et sans hiérarchie. Ces sociétés qui pouvaient grouper plusieurs milliers de personnes pratiquaient rarement l'esclavage, et surtout le rôle des femmes y était très important. Plus étonnant encore, certaines pratiquaient déjà l'agriculture alors que le mythe classique du développement de l'humanité fait remonter la hiérarchisation des sociétés à l'apparition de l'agriculture, hiérarchisation obligée pour gérer la répartition du surplus généré par les récoltes et l'élevage. Depuis lors, on resterait piégé dans cette structure hiérarchisée qui justifie la soumission et l'obéissance. Serait-il possible de sortir de ce cadre de pensée pour inventer d'autres formes de vivre ensemble ? Avons-nous encore assez d'imagination pour inventer de nouvelles formes plus pacifiques et plus responsables ? Dans l'Antiquité, la soumission et l'obéissance étaient obtenues par la force. Ce sont les armes qui les imposaient. Lors d'affrontements guerriers, les vaincus étaient capturés et utilisés comme esclaves. À l'intérieur même des sociétés, du moins dans la plupart d'entre elles, l'esclavage était présent et vécu comme tout à fait normal. Cela a duré non seulement pendant l'Antiquité, mais jusqu'à une époque bien plus proche de nous, bien que la question de l'esclavage ait chatouillé la chrétienté pendant tout le Moyen Âge, il n'a été aboli définitivement en France qu'en 1848. Entre-temps, la Révolution l'avait supprimé, mais en 1802 Napoléon l'avait rétabli dans les colonies. En même temps que le combat pour l'abolition était mené au nom de valeurs morales, pas seulement chrétiennes, il s'avérait que d'un point de vue purement économique, l'esclavage n'était plus nécessaire et que l'obéissance et la soumission pouvaient être obtenues autrement, par une arme nouvelle, qu'on peut résumer ainsi, sans travail, pas de salaire. C'était même plus facile à mettre en œuvre. Beaucoup d'esclaves libérés sont devenus salariés de leurs anciens propriétaires, obligés de travailler aux conditions imposées par ces derniers. Le développement du salariat est concomitant des lois abolissant l'esclavage. À l'époque actuelle, on assiste à l'émergence d'une nouvelle étape encore. La tendance est à l'asservissement psychologique. C'est que depuis le siècle dernier, les techniques permettant d'influencer les masses se sont considérablement développées. On peut trouver sur Wikipédia l'article suivant. Parti du constat qu'en démocratie les élites ne peuvent pas se contenter d'user de la force pour asseoir leur domination,
et du principe que les intérêts de la majorité de la population diffèrent de ceux de l'élite, Chomsky et Herman ont cherché à démontrer empiriquement, dans leur livre La fabrication du consentement, 1988, comment, dans le contexte américain, les principaux médias participent au maintien de l'ordre établi. Dans leur optique, les médias tendent à maintenir le débat public et la présentation des enjeux dans un cadre idéologique construit sur des présupposés et intérêts jamais questionnés, afin de garantir aux gouvernants l'assentiment ou l'adhésion des gouvernés. Le célèbre roman de George Orwell, 1984, est une bonne illustration de ce phénomène. On y frissonne en voyant Big Brother surveiller tous les faits et gestes des gens. Mais plus inquiétant encore, à la fin du livre, le héros Winston Smith a été réduit à n'être plus qu'un admirateur béat de Big Brother. C'est la soumission totale et définitive, l'idée même de révolte a disparu. Bien sûr, ces transformations s'opèrent progressivement. L'ancien système décline lentement, le nouveau prend peu à peu le relais. Nous nous trouvons aujourd'hui à une période de fracture. La soumission économique, les inégalités deviennent de plus en plus visibles et intolérables. Mais la soumission psychologique n'est pas encore complètement étendue. Nombreux sont ceux et celles qui se démarquent de la pensée dominante et de ces médias. Mais la tendance est là. Du pain et des jeux, on y est presque. Avec le revenu universel, on apporte le pain. Avec les vidéos en streaming à tout instant et en tout lieu grâce à la 5G et tous les autres médias du divertissement, on offre les jeux. Le tout couronné par une politique sécuritaire renforcée et la suppression de la monnaie physique, le cash. Bientôt les citoyens n'auront même plus besoin de penser. Pourtant, cette période de transition actuelle nous offre la possibilité de nous affranchir du modèle précédent et d'inventer des solutions inédites. Le but de ce livre est d'imaginer le plus concrètement possible un changement radical dans la manière de fonctionner des entreprises. J'ai créé dans les années 1990 une petite société que j'ai dirigée pendant 20 ans. J'y avais investi toute la fortune du ménage et toute mon énergie. Au bout de quelques années, mon investissement pouvait être remboursé. C'est logique et c'est correct, on ne crée pas pour perdre. Mais à partir de là, j'ai remarqué que j'avais une espèce de rente de situation car en plus de mon salaire correspondant à ma fonction, je percevais tous les bénéfices de l'entreprise étant le principal actionnaire. Pourtant, tous les autres salariés travaillaient comme moi leurs 40 heures par semaine. Tout seul je n'aurais rien pu faire. C'est la somme des efforts de tous qui permettait notre succès. Cette situation ne me semblait pas vraiment normale. En même temps, je remarquais que j'étais le seul à me soucier de l'entreprise dans son ensemble. Les employés faisaient très correctement leur travail, strictement dans les limites de leur poste. La stratégie de l'entreprise, son développement et même l'organisation interne de l'entreprise ne semblaient pas les intéresser, alors même que leur travail en dépendait. Ils s'investissaient certes dans leur travail mais pas dans l'entreprise. J'ai eu le sentiment que la condition de salarié inhibait les gens pour dépasser les limites de leur travail. Ceci m'a amené à chercher un partenaire. Partager les bénéfices et partager les responsabilités me semblait quelque chose de possible et de souhaitable. Je n'ai jamais pensé détenir à moi seul la vérité. Confronter les expériences, les différents points de vue, m'a toujours semblé être le meilleur moyen d'avancer dans la réflexion. Collaborer au lieu de commander, correspond certes mieux à mon caractère. Et de nombreux exemples prouvent qu'une stratégie collaborative s'avère plus efficace. Malheureusement, je suis tombé sur un partenaire quelque peu indélicat, et après 6 années de lutte incessante, de guerre lasse, j'ai revendu les actions de la société que j'avais créée. Inutile de dire que cela a été un choc profond. Il m'a semblé qu'entre les moutons passifs et les requins sans scrupules, il devrait y avoir une autre manière de manager. Puis mes réflexions m'ont amené à prendre conscience que cet état de fait avait une cause plus profonde dont on ne parlait jamais. C'est la structure même de l'entreprise qui induit ces comportements. Ce sont les fondations sur lesquelles se base l'entreprise qu'il faut changer, c'est le but de ce livre. Créer la nouvelle entreprise. Nous commencerons donc par un rappel historique pour montrer que nos lois ont été faites par des êtres humains, et ne sont pas des lois dictées par les forces de la nature, ou par une divinité. Puis nous verrons que des courants de pensée sont à l'œuvre aujourd'hui comme des lames de fond,
qui vont peut-être profondément modifier notre vision du monde si on leur donne la possibilité de se concrétiser. Nous allons proposer une stratégie de changement souple, progressive, adaptée aux diverses situations. Si la propriété privée des moyens de production sans aucun contre-pouvoir est le problème fondamental, alors c'est au niveau de l'entreprise qu'il faut commencer les changements. Ce ne sont pas les politiciens, les dirigeants, les actionnaires ou les syndicats qui vont faire évoluer les choses, car ils font tous partie du système. Les seuls qui puissent faire quelque chose, c'est vous, dans votre entreprise. Bonne lecture et bon courage. Chapitre 1, un peu d'histoire. Quand le petit peuple de Paris attaqua la Bastille, il pensait mettre fin à l'arbitraire et à l'autoritarisme du roi, ainsi qu'à l'arrogance et l'égoïsme de classe de la noblesse. Il ne savait pas que la caste qui allait prendre le pouvoir l'obligerait à travailler contre salaire plus de 60 heures par semaine, enverrait ses enfants dans les mines, déclencherait des guerres de colonisation mettant à feu et à sang le monde entier, et que de nos jours son modèle économique produirait des suicides, des burn-out, du chômage, une pauvreté grandissante, et enfin, qu'en poussant au développement d'une consommation effrénée, elle mettrait en péril l'existence même de l'humanité, en participant à la destruction de l'ensemble des ressources de la Terre. Cette mainmise de la classe bourgeoise sur la société repose sur deux points importants: la sacralisation de la propriété et la création des sociétés de capitaux par la loi de 1807. Sacralisation de la propriété. Regardons d'un peu plus près les textes concernés. Le décret du 21 septembre 1792 précise déjà, article 2, que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la nation. La Constitution du 24 juin 1793, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, va enfoncer le clou. Et si l'article 1 se veut très consensuel, article 1. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. L'article 2 précise ensuite que la propriété fait partie de ses droits naturels et imprescriptibles, ce qui n'était pas évident, article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Puis vient une série d'articles destinés à faire comprendre le caractère inaliénable de la propriété. Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. On voit bien le souci de sécuriser la propriété, en la gravant dans le marbre de la Constitution. L'un des points les plus importants se situe dans l'article 16, qui précise que le droit de propriété permet de disposer à son gré de ses biens. Le propriétaire devient totalement libre de faire ce qu'il veut de ses biens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.